Depuis un long moment déjà, la France semble enfermée dans une spirale de mécontentement social durable, où s'accumulent frustration et rupture entre l'État et une large frange de la population. Ce ne sont plus de simples mobilisations ponctuelles, mais un cri collectif, écho d'une confiance en miettes envers les décisions économiques et politiques du pouvoir. L'obsession des coupes budgétaires et l'austérité rabâchée à longueur de discours n'ont fait qu'exacerber une conviction largement répandue: ce sont toujours les mêmes, classe moyenne et travailleurs modestes, qui encaissent les coups des crises successives. Pendant ce temps, l'État, lui, depuis un long moment déjà, la France semble enfermée dans une spirale de mécontentement social durable, où s'accumulent frustration et rupture entre l'État et une large frange de la population. Ce ne sont plus de simples mobilisations ponctuelles, mais un cri collectif, écho d'une confiance en miettes envers les décisions économiques et politiques du pouvoir. L'obsession des coupes budgétaires et l'austérité rabâchée à longueur de discours n'ont fait qu'exacerber une conviction largement répandue: ce sont toujours les mêmes, classe moyenne et travailleurs modestes, qui encaissent les coups des crises successives. Pendant ce temps, l'État, lui, donne l'impression d'avoir renoncé à défendre ce fameux modèle social, autrefois si fier pilier de la République. Au milieu de ce tumulte, la réforme des retraites s'est imposée comme un véritable point de rupture. Bien loin d'être perçue comme un simple ajustement technique, elle cristallise un mal-être plus profond, celui d'un pacte social fissuré. Pour beaucoup, repousser l'âge de la retraite et durcir les conditions d'accès revient à piétiner le principe même de justice sociale. Un sentiment de déconnexion s'installe entre un gouvernement obsédé par les équilibres macroéconomiques et une population confrontée à l'inflation et à l'érosion du pouvoir d'achat. Avec l'apparition du mouvement dit de blocage total, la contestation a franchi un cap. Fini les simples luttes catégorielles, place à une stratégie assumée de paralysie générale, érigée en arme politique. Derrière cette montée en puissance se cachent non seulement la colère brute et le sentiment d'urgence, mais surtout la conviction que les canaux traditionnels de concertation ne mènent plus à rien. C'est ce souffle de rupture que les médias en France scrutent avec insistance. Non pas uniquement pour nourrir la chronique quotidienne, mais parce qu'ils y perçoivent les signes d'un mal beaucoup plus enraciné, celui d'un pouvoir dont la légitimité vacille à mesure que ses réformes heurtent le tissu social. Ce qu'on voit éclater dans les rues, ce n'est pas un simple désaccord technique, mais le reflet d'un choc entre deux visions du monde. D'un côté, un État enfermé dans des impératifs budgétaires rigides, et de l'autre, une population qui voit ses acquis sociaux menacés. Tant que ce face-à-face sera nourri par un sentiment d'injustice, d'exclusion et de non-représentation, les tensions risquent de s'amplifier, bien au-delà des seules mesures contestées ou des colonnes d'un budget. Ce qui se joue aujourd'hui dans les rues françaises dépasse largement la simple opposition à une loi ou une réforme. C'est le reflet d'un désaccord fondamental entre deux visions du monde, celle de l'appareil d'État et celle des citoyens. D'un côté, les autorités s'appuient sur des impératifs budgétaires, des logiques comptables et des engagements européens pour justifier leurs décisions, qu'elles présentent comme inévitables, presque mécaniques. De l'autre, la population, prise dans l'étau de l'inflation et de la précarité, a le sentiment d'être écartée du processus, ignorée dans ses réalités, comme si la dimension humaine avait disparu des équations gouvernementales. Ce décalage grandissant a fait émerger un théâtre d'expression inédit, la rue.
Là où autrefois on votait ou débattait, on défile désormais, on crie, on bloque. Car pour beaucoup, descendre dans la rue est devenu le dernier recours pour rappeler à l'État qu'on ne gouverne pas sans écoute, ni sans justice. Grèves et manifestations ne sont plus de simples coups de semonce. Ce sont de véritables tentatives pour redéfinir la justice sociale et tracer les frontières d'un pouvoir qui, trop souvent, oublie qu'il tient sa légitimité du peuple. Plus la tension grimpe, plus une évidence s'impose. Le malaise ne vient pas d'un article de loi en particulier, mais d'un profond sentiment d'abandon. Une majorité de citoyens a l'impression que l'État agit dans un monde parallèle, indifférent à leurs priorités, sourd à leurs inquiétudes. Ce face-à-face inégal oppose deux logiques incompatibles. D'un côté, une vision technocratique qui érige tableau Excel et critères budgétaires en boussole absolue. De l'autre, une exigence sociale, portée par l'idée que gouverner, c'est aussi préserver la dignité, assurer une vie digne et entendre l'appel à la justice. Lorsque le pouvoir réduit l'action publique à une mécanique de chiffres, beaucoup y voient une trahison du lien social. Comment mesurer l'équité ou la souffrance avec des pourcentages? Pour une grande partie de la population, cette approche glaciale évacue toute l'humanité des politiques publiques et ignore les fractures sociales qui, elles, ne cessent de s'élargir. Ce n'est pas simplement un désaccord, c'est un véritable malentendu civilisationnel. D'un côté, l'État parle une langue technocratique, truffée de chiffres, d'indicateurs et de termes opaques, qui laisse la majorité des citoyens sur le quai. De l'autre, la voix populaire, qualifiée trop vite d'irrationnelle ou de trop émotive, n'est en réalité que l'expression d'un besoin vital. Être entendu, être respecté, ne pas être réduit à une ligne comptable dans un rapport trimestriel. Ce fossé entre les deux univers transforme le débat public en dialogue de sourds. On ne parle plus simplement d'aménagement budgétaire ou de choix politiques, mais de ce que signifie réellement servir l'intérêt général. Est-ce qu'on évalue une politique à l'aune de ses bénéfices statistiques ou à sa capacité à préserver la solidarité et l'unité d'un peuple? Le cœur du conflit est là, entre une froide logique d'efficacité et une rationalité ancrée dans l'humain, dans le lien social, dans le vécu. La crise qui traverse la France n'est pas un simple désaccord conjoncturel. C'est un choc frontal entre deux univers aux logiques opposées, aux visions irréconciliables et aux finalités diamétralement différentes. D'un côté, l'État, calculatrice en main, gère la nation comme un grand compte de résultats, obsédé par les équilibres macroéconomiques, les plafonds budgétaires et les normes européennes. Dans cette logique, gouverner revient à cocher des cases, et toute opposition populaire n'est qu'un bruit de fond à ignorer jusqu'à ce que la réforme passe. En face, la société s'appuie sur un tout autre socle, celui du quotidien, du ressenti, de l'insécurité vécue. Pour les citoyens, ce ne sont pas les graphiques qui parlent, mais les heures supplémentaires non payées, le pouvoir d'achat qui fond, l'angoisse pour demain. Ainsi, ce que le gouvernement appelle ajustement nécessaire est vécu comme une trahison du pacte social, une rupture avec des décennies de solidarité et de protection. Et quand les relais habituels, partis, syndicats, assemblées, n'arrivent plus à faire le lien entre le haut et le bas, alors c'est la rue qui reprend la parole. Elle devient non seulement un espace de refus, mais aussi un lieu de résistance narrative, où s'écrit une autre version du futur que celle dictée depuis les bureaux ministériels. D'un côté, les dirigeants agitent les drapeaux de la responsabilité et de l'inéluctabilité. De l'autre,
La population rétorque avec des mots chargés de sens. Justice, respect, humanité. Deux langages qui ne se rencontrent plus. Ce qui alimente ce bras de fer, ce n'est pas une réforme particulière ou une mesure controversée, mais une interrogation beaucoup plus fondamentale. Qu'est-ce qui rend le pouvoir légitime ? Pour l'État, la réponse est institutionnelle. Il s'appuie sur la loi, le droit, les procédures. Pour la société, la légitimité se gagne par la reconnaissance, l'équité, la participation. Et c'est là que le bât blesse. Le modèle classique de gouvernance, fondé sur une verticalité autoritaire, ne suffit plus à convaincre ni à unir. Le peuple n'accepte plus qu'on décide pour lui, sans lui. Ce conflit, qui semble tourner autour de textes et de décisions, révèle en réalité une fracture bien plus profonde, celle d'un système où l'on gouverne sans dialogue et d'une société qui n'entend plus rester spectatrice. Mettre un terme à la fracture actuelle ne passe pas par l'élimination d'une logique au profit de l'autre. Il ne s'agit ni de balayer la rigueur de l'État, ni de sacraliser la contestation sociale. Ce qui est nécessaire, c'est une refondation du lien entre gouvernants et gouvernés, sur des bases plus justes, plus équilibrées et reconnues des deux côtés. Se réfugier dans la répression ou se cacher derrière des argumentaires techniques ne ferait qu'envenimer la situation. De même, croire que la pression de la rue suffira à faire plier le système est une impasse. La vraie porte de sortie, elle, commence par le retour à un dialogue politique sincère, construit autour de la négociation. Car imposer des réformes qui touchent au cœur du pacte républicain, comme les retraites ou la dépense publique, au nom de la seule rationalité économique, c'est courir droit vers la rupture. Mais pour que ce dialogue ait du sens, il doit dépasser le cadre symbolique et devenir réel. Il faut associer sérieusement les syndicats, les collectifs, les représentants du terrain. Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra sortir de la logique de confrontation permanente. Ensuite, il est urgent de rompre avec l'illusion que les chiffres suffisent à convaincre. Certes, les données comptent, mais si elles ne sont pas accompagnées d'une attention réelle à l'impact humain, elles n'inspireront ni confiance ni adhésion. Les citoyens ne réclament pas l'impossible. Ils veulent juste que les décisions tiennent compte des inégalités, des efforts déjà fournis, de la réalité vécue. Ce n'est donc pas la réforme en elle-même qui est rejetée, mais son manque d'âme. Il est temps de penser les politiques non plus seulement en termes d'efficacité, mais aussi de justice et de dignité. Troisième point essentiel. Il est illusoire de penser qu'on pourra sortir de l'impasse actuelle sans toucher aux fondations mêmes de notre représentation politique. L'effondrement de la confiance envers les partis et l'Assemblée a vidé de leur substance les institutions, au point que la rue a fini par endosser leur rôle. Tant que les citoyens se sentiront exclus du processus décisionnel, ils continueront à chercher ailleurs des lieux pour se faire entendre. Pour y remédier, il faut un vrai renouvellement. Faire émerger de nouvelles figures, redonner au Parlement le poids qu'il mérite et surtout, ouvrir largement les portes à une démocratie participative, vivante, concrète et accessible. Ce n'est qu'à ce prix que chacun pourra se sentir à nouveau acteur de sa propre destinée et non simple spectateur d'un théâtre politique à huis clos. Mais cela ne suffira pas. Il faudra aussi repenser en profondeur le contrat social lui-même pour qu'il puisse suivre les mutations économiques sans pour autant abandonner ses piliers: solidarité, équité, protection. Car le statu quo n'est plus viable, ni pour ceux qui gouvernent,
ni pour ceux qui sont gouvernés. Briser cette spirale de tension perpétuelle exige des deux camps un véritable changement d'attitude. L'État ne pourra regagner sa crédibilité qu'en passant d'un pouvoir qui impose à un pouvoir qui convainc. Et la société, de son côté, devra dépasser la simple logique de contestation pour prendre part activement à la construction collective des décisions. Ce que vit la France ne peut pas être réduit à une simple crise technique ou à une polémique législative passagère. Ce moment historique révèle un tournant majeur dans l'évolution du pacte républicain. Ce face-à-face entre raison d'État et souffrance sociale a mis en lumière l'échec d'une gouvernance qui s'est coupée du réel, tout comme il souligne la faillite des médiateurs institutionnels quand les citoyens n'ont d'autre choix que de manifester pour exister. À la croisée des chemins, une question cruciale se pose. La République saura-t-elle réapprendre à écouter, à inclure et à faire confiance? Entre une autorité qui impose sans entendre et une population qui conteste sans se sentir représentée, un vide s'est creusé. Un vide de confiance, profond et corrosif. Ce gouffre menace non seulement l'unité sociale, mais fragilise aussi la légitimité même des choix politiques. Sortir de cette impasse ne se joue ni par la force, ni par la reddition d'un camp à l'autre. La véritable issue repose sur une refondation du pacte républicain, où les impératifs économiques cessent d'écraser les exigences de justice sociale et où l'autorité de l'État s'équilibre avec le droit des citoyens à être entendus, inclus et respectés. Car un gouvernement sourd finit par perdre toute crédibilité. Et une société invisible aux yeux du pouvoir finit, elle, par crier plus fort, plus souvent, sans jamais être apaisée. L'enjeu, désormais, n'est pas seulement de calmer la rue, mais de refonder une